Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Cinéfocus. 19h-20h, une immersion dans le monde du cinéma. Thierry, Yves et Emmanuel, nos spécialistes cinéma, vous invitent à une heure de découverte d'un artiste, d'une filmographie. Une invitation dans leur monde fait d'infos, d'actualités, d'anecdotes, de scoops cinématographiques. Moteur. Alors, installez-vous confortablement, la séance va commencer. L'action se déroule dans ta ville, vue d'hélicoptère ou du haut d'un building. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission qui vient de démarrer. Il est 19h et nous sommes dans un ciné-focus ce soir spécial, vous l'avez compris, écoutez bien derrière les amis. Spécial Harry Potter, on vous l'a annoncé déjà depuis quelques temps avec toute l'équipe qui m'accompagne ce soir pour cette belle émission. On retrouve pour la première fois, on va la citer en premier pour la première fois, c'est Noémie, Nono. Bonsoir. Noémie qu'on a l'habitude de retrouver dans plusieurs émissions, mais là ce soir tu avais décidé de... tu es carrément dans le thème puisque tu as même mis le pull, donc y a la totale sur la table. Alors chers auditeurs, si vous ne voyez pas ce qui se passe, puisque vous êtes sur le DAB, le web, les applications smartphone, venez nous rejoindre sur le live Facebook et vous allez voir, il y a vraiment du goodies sur la table. Avec nous ce soir, ils enchaînent deux émissions, c'est Arnaud et Yves. Salut les amis. Voilà, bonsoir, salut, bonsoir. Et puis le vrai, celui qui... le réalisateur, le vrai, voilà, les autres... Le vrai, quoi. Le tsar des ondes. On va dire, le grand, en tout cas, le grand Emmanuel Frissero. Ah, c'est gentil, voilà, merci. C'est un plaisir d'être là. Qui va bientôt monter le tapis rose. Exactement. Cannes Series arrive bientôt dans 2 semaines. Oui, il va monter. Tapis rose. C'est le tapis rose. Cannes Series, vous savez, c'est le festival des séries à Cannes. Voilà. Et le tapis est rose. Voilà. Donc, et après, il y aura le festival de Cannes avec le tapis rouge. Mais il y a des tapis bleus maintenant à Série Mania, enfin, et des tapis violets. Elle est restée avec nous, alors je ne sais pas si elle interviendra, en tout cas elle est restée avec nous. Elle peut. Elle est dans le public, c'est Bénédicte, voilà, qui était avec nous tout à l'heure. Rebonsoir Bénédicte. Une belle émission donc qui commence ce soir, spécial Harry Potter. Je vais donner la main à Yves puisqu'il a quelques hommages à faire. On n'aura pas de sortie ciné. Non, on aura une sortie série, c'est tout. Et quelques hommages. Voilà. Quelques hommages. Et après on enchaîne parce qu'il y a, je pense qu'Harry Potter avec la totalité des. On a de quoi dire. Ouais, allez, je vous lâche la main les amis. Alors je me permets tout d'abord de remercier Noémie d'être là avec nous parce que c'est la spécialiste internationalement reconnue d'Harry Potter. Donc voilà, tu es validée. Merci Noémie, tu es là parce que vraiment j'ai besoin d'aide. Donc voilà, non mais c'est très très content de faire cette émission. On a plein de choses à dire sur Harry Potter. Je me permets juste avant donc de dire aussi que comme vous l'avez remarqué, Thierry n'est pas là. Donc cher public, ne soyez pas inquiets. Pour les blagues de merde, on a Arnaud qui s'est proposé de le remplacer. Non, enfin d'essayer. Thierry était remplaçable, mais je vais quand même essayer. C'est quand même l'idée. Le niveau est haut quand même. Le niveau est quand même avec super Thierry, haut, on est d'accord. On fait un bisou à Thierry qui est en train de se la couler douce à Maurice. Non. Comment Soyons honnêtes. On va pas être des faux culs. On a dit hors antenne qu'on y souhaitait. On y souhaitait la pluie. On y souhaitait la pluie. Voilà, on va dire la vérité. Les amis, on va pas faire comme nos politiques. Tout à fait. On a assumé notre jalousie. On l'assume. Voilà. Allez. On espère que tu vas prendre un ouragan sur la gueule. Voilà, on va être clair. Et on espère qu'il a l'orage. Non, n'allons pas jusqu'à l'ouragan. Non, on rigole. On t'aime Thierry énormément. Donc, un petit tsunami. Un petit sort de pluie. On est dans Harry Potter, un truc gentil. C'est ça. On va balancer des sorts. Donc, je vais commencer, par 2 hommages. Alors, on va le faire à 2 avec Emmanuel. Donc, moi, je vais commencer par le lundi 31. Donc, voilà, il y a 2 jours. Un très, très grand réalisateur français nous a quittés. Yves Boisset. Moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. C'est un réalisateur engagé. Voilà, il est un peu dans la même veine que Costa Gavras. Ils sont de la même décennie. Costa Gavras 1933 et lui 1939. C'est le réalisateur de Dupont-la-Joie, du Prix du Danger, de Canicule. Voilà, il a réalisé énormément de films. À un moment donné, à la différence de Costa Gavras, lui, il a dit maintenant j'arrête. Il a fait une série à la télé sur Jean Moulin et puis bon, on va dire qu'à partir des années 90, il a décidé d'arrêter le cinéma, de se
dirigé un peu vers les séries, mais voilà, c'est un très très grand réalisateur. Ses films dans les années 70 et 80 sont excellentissimes. Moi je vous les conseille. C'est un des premiers qui a fait un film sur la guerre d'Algérie qui s'appelle RAS, un très 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 beau film aussi. Voilà, comme je vous ai dit, Dupont-la-Joie avec Jean Carmé, voilà, Canicule avec Miu Miu, Victor Lanoux. Voilà, c'est un très très grand réalisateur et moi j'ai vu beaucoup de films ces derniers temps de lui. Je savais pas qu'il était pas en bonne santé, donc je me suis fait une petite rétrospective. Là, j'ai commencé en janvier. Bon bah je regrette pas, mais ça m'a vraiment fait de la peine. Donc voilà. Après, définitivement on n'a pas de chance. Mardi Val Kilmer, donc bon voilà. C'est ça, on vient d'apprendre aujourd'hui, voilà, pour le coup, que l'acteur américain Val Kilmer. Écoutez les amis, comme dirait Coluche, deux d'un coup dans la sûre. Non, c'est toi qui remplace Cyril. Voilà, donc Jean-Luc Rapiaceri, voilà, c'est clair. Là. Ouais, et puis les blagues morbides, c'est pas voilà, toujours top. Non, Val Kilmer, excellent acteur qui est mort à 65 ans, qui se battait depuis des années avec un cancer de la gorge. D'ailleurs, il y a eu un magnifique documentaire qui a été réalisé par son fils, qui s'appelle Val, que vous pouvez retrouver peut-être sur Canal+ ou sur les plateformes. C'est vraiment incroyable. Et c'est l'acteur, notamment, donc on l'a découvert donc dans Top Gun. Bien évidemment, c'était son premier film. Il a fait Hit de Michael Mann. Le plus grand film de braquage du monde. Voilà. Exactement, voilà, où il est blond avec une perruque longue. On peut citer The Doors de Oliver Stone, c'est ça. Le Saint aussi. Le Saint, exactement. Il y a quand même un paquet. Il fait quand même un paquet de films. Et puis c'est vrai que maintenant, je pense que si vous revoyez le dernier Top Gun, voilà, il y a une scène un petit peu d'adieu entre le personnage, une scène hommage entre Tom Cruise et Val Kilmer où ils se disent un peu au revoir. Et du coup maintenant cette scène-là, elle a encore plus de sens. C'est Tom Cruise qui a voulu impérativement qu'il soit là présent dans le film. D'ailleurs il meurt dans le film, Tout à fait. Je spoil pas, mais bon là, en l'occurrence je pense que Top Gun Maverick tout le monde l'a vu. Oui, il est repassé en plus il y a quelques jours à la télévision. C'est ça. Donc c'est vrai que cette scène elle est vraiment prémonitoire et elle est magnifique. Et voilà, Joseph Kosinski, bon le film est génial, mais voilà. Mais c'est vraiment un hommage. Enfin voilà, moi ça m'a vraiment touché là. Complètement. Voilà, puis coup sur coup, voilà, deux personnes que j'aime beaucoup. Et puis 1959, c'est quand même pas vieux. Donc bon, c'est la naissance de Thierry. Oh, j'ai pas dit. Non, voilà. Maintenant, on va repartir sur le côté positif. Voilà, c'est ça. Sur Harry Potter. Juste une chose. Donc, par rapport au, donc, je vous ai pas fait de sortie ciné ce mois-ci. Ne m'en voulez pas. Par contre, j'ai fait une sortie série. Ça, c'est important. Donc, c'est la 3e saison de Jack Reacher. Voilà, donc tiré du roman graphique de Lee Child. Donc, voilà, si vous aimez la testostérone, les messieurs très grands et très musclés. Donc, Jack Reacher fait 1m93. Voilà, et il y a un type qui fait 2m18 qui est face à lui. C'est pas le plus grand en fait dans la dernière série, la dernière saison. Dans la dernière série, il se fait exploser. Non mais c'est génial, les enquêtes sont très très bien et surtout c'est une adaptation fidèle du roman graphique. C'est excessivement violent, c'est très matamor, mais les enquêtes sont toujours bien menées, c'est vraiment bien fait. Les 3 saisons sont très différentes, mais voilà, c'est vraiment une série qui est excellentissime. C'est une série policière, c'est du thriller, mais voilà, je vous le conseille, c'est sur Prime. Voilà. Et si on a aimé les films avec Tom Cruise. Si on a aimé les films avec Tom Cruise, donc Tom Cruise qui est plus petit que moi, donc il est petit. On va pas se mentir. Tom Cruise, voilà. il en a fait deux. Il a fait deux. C'est dans le même esprit. C'est dans le même esprit. Oui, c'est dans le même esprit. Sauf que bon, voilà, un petit peu plus loin dans la série. Voilà. Donc là, l'acteur, Monsieur Richards. Oui, c'est pas le même physique. Voilà, c'est pas tout à fait le même physique. Voilà. Tom Cruise, il fait la moitié de l'acteur, quoi. Bon, voilà, on va être clair. Mais très grand acteur aussi. Voilà, donc je termine là-dessus. Maintenant, j'entends la musique. On y va. Harry Potter, ça y est, c'est parti. On se lance. Petit coup de baguette. Ah bah écoute, allons-y. Gaiement. Monsieur Potter. Donc d'abord, voilà, Harry Potter, c'est un personnage, mais on ne peut pas parler d'Harry Potter si on ne parle pas de J.K. Rowling, de son vrai nom, Joanne Rowling, qui est donc une auteure britannique, philanthrope, née en 1965 à Yette, et qui est la créatrice d'Harry Potter. Donc, je vais pas vous faire tout son parcours, je vais simplement dire qu'entre 1997 et 2007, elle a créé, je vais le dire, parce que je le pense, pour moi, un mythe.
Et je considère vraiment que ce jeune sorcier et les aventures qu'il va subir forment vraiment une saga mais parfaite. Alors comme Noémie qui est la grande spécialiste de la question, à qui je donnerai la parole tout à l'heure, on a lu tous les deux les livres et c'est vrai que moi ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que j'ai voulu faire une émission, voilà, j'ai proposé à mes camarades, mais sur Harry Potter, c'est que chaque réalisateur, et on va en parler après, en faisant film par film, a réussi vraiment à tirer la quintessence de ses livres et surtout à tirer un fil rouge, parce que les livres sont très longs, clairement, et finalement à sortir quelque chose de vraiment intéressant en termes de réalisation. Là c'est plutôt Manu qui nous en parlera, mais voilà, je trouve fantastique cette saga. On voit en plus grandir les acteurs, ça c'est vraiment quelque chose que moi je trouve unique fantastique. en fait, c'est voilà. unique. Non mais complètement. On n'a jamais eu ça, ou peut-être dans des séries. Des séries télé qui ont duré très longtemps, mais sinon au cinéma. Alors on a vu ça dans un film de Richard Linklater, je sais pas si tu te souviens, avec Ethan Hawke. Voilà. Voilà, qu'ils ont tourné Ils ont tourné en fait sur 17 ans. Oui. Et voilà, sur 14 ans, pardon. Ouais, c'est ça. Pour les profanes, il faut d'abord lire les livres avant de voir les films. Il y a plus de détails. Parce que c'est vrai que les films durent 2h30. Un livre, on met plusieurs dizaines d'heures pour les. Combien il y a de livres au total? Il y a 7 livres. Il y a 7 livres. 7 livres qui racontent. Il y a 8 films. Il y a 8 films. Parce que le dernier a été coupé en 2 fois. Et tu as lu les 7 livres? Oui. Ouais, et combien de pages par livre en gros? Ça dépend. Le plus. Tu les as lus avant de voir les films? Oui, dès le début. D'accord. Le plus petit, c'est le premier, l'école des sorcières. Le plus petit, c'est le premier. Et il y a 302 pages en version poche. Ça, c'est les originaux qui sont sortis en 97. Donc pour le coup. Mais les looks sont super. En fait, ma question est la suivante, c'est que j'ai 9 ans, j'ai 10 ans. D'abord, je lis les livres avant de voir le film. Bah maintenant, je pense qu'on a déjà tous vu les films pour le coup. Mais après. Alors, moi, je pense que ça dépend en fait. Ouais, ça dépend. Moi, pour être honnête, j'ai découvert les films. Premier film. Moi, j'ai découvert les films, j'avais pas lu Harry Potter avant. Enfin, je connaissais bien évidemment le phénomène, c'était déjà un phénomène. Mais premier film, quelle date, les amis? Alors le premier film il date de 2001, c'est Chris Columbus. 2001, donc t'avais 10 ans. T'avais 10 ans. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, j'avais 9 ans. Jeunes tous. Ouais. J'avais 10 ans. 20 ans. Ouais, 10 ans. En plus, je l'ai dit en rigolant, mais c'est vrai. 20 ans. Ah non, 2001, oui, j'avais 20 ans. Oui, ah non, moi 2001, pour le coup, j'avais 12 ans. Donc voilà, j'avais 20 ans. Ah non, moi j'étais au collège et je les ai lus à la bibliothèque du collège. Donc non, mais c'est ça, je pense que c'est vraiment. T'as raison. C'est vraiment la génération, je pense, d'avant nous, c'est-à-dire la génération qui avait une dizaine d'années, qui peut-être s'est plongée dans les bouquins. Et nous, on était déjà peut-être un peu plus vieux. Et enfin, moi, j'ai découvert les livres, enfin les films d'abord. Mais bon. Moi j'ai vu les films au cinéma et j'avais une amie à l'époque qui était vraiment fan et qui m'obligeait un petit peu à lire les livres, donc je les ai lus et effectivement ça passait très bien et moi je les ai lus vraiment au coup par coup. Bon elle était un peu folle quand même parce qu'elle les lisait en anglais, elle les commandait sur amazon.co.uk, je sais pas si t'imagines le truc, donc dès qu'ils sortaient, voilà, je veux dire bon là c'était quand même chaud patate. Il y avait combien de décalage entre la sortie tu pouvais avoir un décalage de 6 mois quand même, donc ça avant la traduction. Ouais, avant la traduction. Peut-être pas sur les derniers après. Voilà, à partir du moment où les films sont sortis, là tous les livres qui ont suivi, donc c'est à partir du 4, à partir du 4. Ils les ont sortis en même temps. Et en fait les bibliothèques et les commerces ouvraient à minuit. Enfin moi je sais que je faisais la queue, on allait à minuit acheter à la librairie justement le livre qui sortait officiellement dans le monde entier à la même heure et la même date. Mais j'ai les mêmes souvenirs sur les sorties des films par contre. C'est tellement phénoménal. Et allez, maintenant on peut réserver. C'est génial qu'on a quelqu'un qui a fait ce qu'on a vu à la télé. C'est pour ça qu'on a pris une petite jeune, enfin, Jean-Luc. Ma génération, moi, j'ai pas connu ça et j'ai pas fait ça. Je n'ai jamais connu ça, d'attendre une ouverture d'un. Moi, j'ai fait la queue au cinéma, mais pas pour aller acheter les livres. Oui, parce qu'à l'époque, quand on réservait quand on achetait une place de cinéma, les places n'étaient pas numérotées. Hein. Rappelez-vous, c'est comme sur les petits cinémas de quartier où il n'y a pas de placement. Mais donc, en gros, t'arrivais, s'il n'y avait pas de place, tu t'attendais toute l'après-midi pour avoir une séance de disponible. Et donc là, j'ai fait des queues de... Et pour te répondre, c'est vrai que... Alors après, je pense que ça, c'est pour tous les films. Quand on voit un film et qu'on sait qu'il y a un livre qui existe, il y a beaucoup plus de détails, c'est beaucoup plus complet. Donc je dirais peut-être de commencer par les films. Et si vraiment t'accroches à l'univers et à tout ça et que tu veux en savoir plus, là oui, de partir sur les livres. Parce qu'il y a tellement de détails et d'histoires annexes, en fait, qui sont cachés dedans et tout,
t'en apprendras toujours. Les films on suit plutôt un fil rouge et c'est vrai que ils ont dû faire les choix. Ils ont dû faire des choix parce que tu peux pas sinon. Et c'est vrai qu'au niveau des, on reproche souvent. Mais exactement. Entre l'adaptation des bouquins et tout, c'est compliqué. Mais au niveau des livres, moi je sais qu'avec ma femme, on est peut-être un peu dur, mais effectivement, nous, nos enfants, ils ont dû lire d'abord. Alors, on n'a pas été si méchant que ça. Hein. Romy a lu les 3 premiers et Noé, qui n'a que 8 ans et demi, a lu déjà les 2 premiers Harry Potter et a pu voir les 2 films. Tu lis les livres, tu vois les films. C'était un peu le deal, donc voilà. Mais pour le coup, bon, maintenant, je pense qu'effectivement, bon voilà, il est intéressé par d'autres livres, donc on va pas trop insister. Il a bien aimé, mais à la différence de Romy, il a peut-être eu plus de mal à rentrer dedans. Mais il a quand même lu les 2 premiers livres, hein, ce qui n'est pas donné à tout le monde, donc voilà. Donc maintenant, il a le droit de voir les films. Après, l'avantage, c'est que alors, on va attaquer sur les films, oui, bien sûr. Mais en tout cas, ce qui est important pour moi de commencer par le livre, surtout quand on a 9 ans, 10 ans, etc., c'est qu'on va faire son propre film. Oui, parce que le fait de voir le film avant, ça influence énormément les représentations et l'imaginaire. Mais ça, déjà, rien que la première de couverture, en fait, quand c'est la seule image réelle, on va dire, qu'on a. Donc, après, tout notre imaginaire, il se base là-dessus, en fait, à partir de cette image-là. Donc, c'est vrai, quand les films sortent, c'est totalement nouveau. Le livre L'École des sorciers, donc le premier, c'est 97. Le film de Chris Columbus, le tout premier, est de 2001. 2001. Donc, il y a quand même eu un bon décalage au départ. Hein. Donc, ça, voilà. Il voulait d'abord que ce soit un succès pour après se dire, bon, ouais, ok, d'accord, là, maintenant, on y va. Et voilà, après, ça s'est enchaîné en 2002 avec La Chambre des Secrets. De toute façon, ils ont tourné le 1 et le 2 en même temps. En fait, à 4 jours de décalage. La post-production était en train de faire le 1 et ils ont sorti. C'est ça. Ils ont sorti le 1 au ciné le vendredi et le lundi qui suivait, ils étaient en tournage pour le 2. Exactement. Ce qui est bien, c'est que c'est rassurant, c'est que tu te dis bon, on a déjà investi 250 millions de dollars. C'est surtout pour que les enfants ils soient pas trop grands, parce que si on prenait déjà un énorme décalage dès le début, qu'est-ce que ça aurait été après quand ils devaient tourner à la 7e année. Effectivement, ils ont signé sur 4 films au début. Oui, c'est ça. Jusqu'à la Coupe de Feu, tout à fait. Oui, parce qu'on peut peut-être les dire dans l'ordre. Hein. Donc, on a Harry Potter, l'école des sorciers. Le deuxième, c'est la Chambre des secrets. Ensuite, le prisonnier d'Azkaban, la Coupe de Feu, l'Ordre du Phénix, Prince au sang mêlé, et le dernier, donc où il y a 2 films, les Reliques de la mort. Donc voilà. Et c'est vrai que oui, ils ont quand même grandi. On les voit, hein, d'ailleurs, on les voit devenir des vrais ados. Hein. Alors, à la fin, on les grime un petit peu sur la fin. Donc voilà. Mais ça matche pas mal. Non, mais ça matche, ça fonctionne. Sur les derniers, on les voit vieux. Franchement, quand ils se sont retrouvés 20 ans après le premier, ils disaient finalement on est mieux nous maintenant que ce qui nous avait vieilli dans le film. Exactement. Donc c'est rigolo. Donc on va attaquer. Écoutez, moi je vous propose qu'on attaque sur les 2 films. Comme j'ai dit, je ferai régulièrement des petites références à toi, hein, Noémie. C'est toi qui voilà. Donc on est d'accord que les 2 premiers films sont réalisés par Chris Columbus. Donc les acteurs principaux, donc Emily Watson, Emma Watson, pardon, autant pour moi. Daniel Radcliffe, là c'est bon, je me gourre pas. Oui. Et moi après je suis Rupert Grint. Moi je suis super fan aussi du professeur Rogue. Parce bien sûr, comme tout le monde. On va dire que là les 3 personnes qui sont là ont été baignées à Die Hard. À Die Hard, le premier quoi. Voilà. Donc Hans Gruber. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable, c'est que c'est 3 gamins, donc c'était leur première expérience. En fait, ils ont été castés sur des milliers de gamins. De gamins, c'est incroyable. Ils sont face à des acteurs de légende, quoi. Effectivement. Richard Harris qui joue Dumbledore. Et ils s'en rendaient pas compte à l'époque. Ils jouaient avec les plus grands acteurs anglais de l'époque, en fait. Et ça qui est fou. Et même pas effectivement, tout à l'heure, tu parlais de la représentation des gamins, mais tu te dis, en tant qu'adulte, la pression, mes gamins, ils n'avaient pas la pression de se dire, mais moi, je vais être le Harry Potter des films. Tout le monde attend. Là, on parlera plus tard des séries qui vont arriver, mais il y a un enjeu énorme sur le casting. Tout le monde se dit mais non, mais s'ils annoncent quelqu'un et que tout le monde le déteste et ça matche pas déjà même à la première annonce. Là, ça après c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Je rappelle que pour James Bond, Daniel Craig n'était pas aimé du tout. Au bout du compte, bon, je pense que ça s'est bien passé, quoi. Oui. Donc il était détesté. Mais pourquoi on prend un James Bond blond, voilà. Enfin bon, c'est un autre débat.
mais voilà, c'est le même en fait. Tout ça pour dire que les deux Chris Columbus sont clairement dans une lignée où on se met. Ce qui est bien, c'est qu'on se met à hauteur d'enfant, et c'est ça qui est vraiment bien. On introduit des thématiques du personnage, le Voldemort, hein, celui dont on ne parle jamais, on ne prononce pas son nom. Donc voilà, c'est vraiment voilà. Moi j'ai trouvé les deux premiers. Alors j'ai une petite préférence pour le deuxième, à titre personnel, hein, mais c'est vrai que j'ai, par rapport au livre, voilà, moi c'est sur ça que je voudrais qu'on parle un peu de l'adaptation littéraire. Moi j'ai trouvé que le deuxième, dans les deux qu'a fait Chris Columbus, puisqu'il n'en a fait que deux, les deux premiers, je le trouve plus réussi que le deuxième. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Le premier, il fallait vraiment prendre le temps de poser toutes les bases pour justement ceux aussi qui n'avaient pas lu les livres. Donc c'est vraiment un univers qu'on découvre, à créer, à créer, à s'approprier. Alors que le deuxième, il a pu un peu plus rentrer en profondeur, et justement même il est un petit peu plus sombre, et au fur et à mesure justement. Et ça, c'est lié aussi avec J.K. Rowling, comment elle les a écrits, c'est-à-dire que au moment où elle a commencé à l'écrire, elle était vraiment dans un mauvais mood, ça allait pas trop, et elle a tout écrit enfin du moins vraiment l'idée principale en 4 heures, un voyage en train en fait, et les 4 premières heures, c'est là où elle a écrit tout un monde. Et aussi, c'est à savoir, c'est qu'elle s'est vraiment écrit la biographie de chaque personnage, pour vraiment avoir une base de données, mais incroyable. Et elle avait déjà toute la trame. C'est ça. Elle avait déjà toute la trame du début à la fin. Elle a une approche à la George Lucas, hein. Moi j'avais lu par rapport à Star Wars, toi qui es fan aussi de Star Wars pour le coup, voilà, elle a vraiment eu une approche à la George Lucas où elle a créé différents univers. Je me permets juste de couper, hein, mais c'était vraiment ça. J'avais lu une interview où elle le prenait carrément comme modèle, en disant voilà, il a créé un univers avec Star Wars, moi je vais faire la même chose avec Harry Potter, et c'est vraiment ce qu'elle a réussi à faire. J'ai entendu dire aussi qu'elle avait été influencée, même sans le dire, sur je crois le monde de Narnia. Oui. Il y a un petit peu de tout. Il y a du monde de Narnia, il y a du Tolkien, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a Tolkien aussi, ouais. Voilà, justement, si tu devais caractériser cet univers, qu'est-ce que tu dirais C'est tellement à quelqu'un justement qui ne connaît pas du tout cet environnement, cet univers, qui est Harry Potter. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté, au niveau de l'aventure, le côté un peu Club des 5, parce que c'est vraiment ça. On les suit, les trois. On a un petit groupe, voilà, de 3, on les suit. Alors il y a plein de personnages qui viennent se mettre derrière et tout. Et le côté vraiment magie. Et l'approche de cette double vision du monde. C'est-à-dire que d'un côté, alors on avait fait une blague avec Arnaud, donc on a quand même Harry Potter, bon, il est bien, tout se passe bien, mais enfin bon, c'est quand même quelqu'un qui vit, comme tu disais. Oui, alors effectivement, il faut savoir que le côté social d'Harry Potter. Pour préparer cette émission, j'ai dû regarder les 8, ou plus exactement les écouter, parce que vous savez qu'avec la vie que nous avons, ça a été difficile de dégager autant de temps. Donc j'ai beaucoup écouté, donc j'ai été vraiment plus sur l'aspect narration. Bref, mais en regardant le premier, je me dis, mais ça m'incroyable, ce petit, il a vécu 10 ans dans un placard. Ça, sous les escaliers. Sous un escalier, finalement maltraité psychologiquement. Il n'est pas traumatisé. Violence psychologique. Bizarrement. Et alors la question que je me pose, c'est qu'est-ce que dans le livre, on a justement des éléments sur le fait que cet enfant qui a vécu 10 ans dans un placard maltraité par son oncle et sa tante, finalement il y retourne chaque été. Bon, mais il est obligé. Mais il font les services de la protection de l'enfance. Non mais pourquoi est-ce qu'on remet systématiquement ce gamin qui va se faire Il est obligé, justement, ça lui permet aussi d'avoir vraiment cette notion de c'est tellement incroyable ce qu'il vit les 10 mois de l'année, et il veut pas lui y retourner, mais il est obligé tant qu'il n'a pas 18 ans. Et oui, parce que ça lui forge le caractère, c'est ça, il faut qu'il ramasse un peu pendant 2 mois pour repartir à l'école des enfants. S'il peut partir, et c'est aussi parce qu'il est... Ni baguette magique, ni incantation idiote dans ce cours. Ah, c'est Rogue. C'est Rogue. Je m'attends à ce que vous ne compreniez rien à la science subtile et à l'art rigoureux de la préparation des potions. Néanmoins, pour ce qui est des quelques privilégiés, Non, après, pour le coup, il y a tout qui a une bonne raison. Et J.K. Rowling, justement, elle a expliqué, et elle le dit dans le livre un petit peu plus tard, c'est qu'il a une protection magique, le fait de retourner dans sa famille, dans sa seule famille qui lui reste, donc son oncle et sa tante, même si c'est les pires du monde, il lui apporte une protection magique qui ne permet pas à Voldemort de le retrouver. En gros. D'accord. C'est ça. Donc il est obligé. Et c'est vrai que ça, tu vois, tu fais bien de le dire, parce que ça, on le voit pas dans les livres. On le sait dans les livres. C'était là où je voulais en venir, et on le voit pas en fait dans les films, parce que voilà, on est obligé de faire des choix. On adapte des romans, c'est toujours compliqué. Adapter, c'est trahir. Mais adapter, c'est trahir. Mais voilà. Mais c'est vrai que
ce côté mise en bouche de Chris Columbus, moi je le trouve vraiment intéressant. J'ai une petite préférence quand même pour le deuxième, où effectivement les bases sont quand même posées. Ce qui est vraiment bien dans cette saga, je trouve, au niveau cinématographique, c'est qu'on s'attache tout de suite au personnage. Alors ça, c'est aussi le fait de l'écriture, mais quand même, en termes de mise en scène, c'est tout, c'est la mise en scène, c'est les décors, c'est les costumes, c'est en fait à aucun moment, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, tu te poses la question, est-ce que tu y crois à ce monde? En fait, t'arrives, t'y es, ça y est, c'est bon. Comme dans Le Seigneur des Anneaux, parce que je le mets vraiment, oui, bien sûr, dans le même lot, hein, ou Star Wars même, enfin dans un univers bien marquant, une réalité alternative. Mais oui, c'est ça. Non, puis le fait de rentrer dans ce mur là, voilà, elle a créé vraiment quelque chose. Tout a été pensé au millimètre près, quoi. C'est vraiment ça qui est exceptionnel. Et elle disait, j'essayais toujours, ça c'est une citation d'elle, j'essayais toujours d'avoir 4 ou 5 coups d'avance sur mes personnages. Et je pense que c'est ce qui fait aussi, parce que quand même, les 7 livres, faut les écrire, et en 10 ans, c'est ce qui fait aussi vraiment, je pense, la différence. C'est ce personnage de J.K. Rowling. Au demeurant, il y a des petites polémiques sur elle, mais voilà. Mais c'est quand même quelqu'un qui a une qualité d'écriture, et surtout, je pense, une capacité à emmagasiner des informations et à créer des bases de données, et ensuite à les piocher dedans. Puis d'imagination. Mais oui, mais c'est énorme. C'est vraiment énorme, quoi. La création intégrale d'un monde, quoi. Je trouve ça, moi, fantastique. Parce que quand sort le premier livre, est-ce que c'est un carton? Je sais qu'elle a eu du mal à se faire éditer. Elle a eu du mal à se faire éditer, mais par contre, du moment où c'est sorti, au début, je crois que c'était que 5000 livres qui devaient sortir. C'est ça. Et voire 500, j'avais entendu en mode couverture dure, ce qui est ridicule. Hein, mais je crois c'était 5000 livres les premiers, et au final, ça a pris une ampleur mais incroyable. Et très rapidement, justement, les producteurs ou réalisateurs. Le producteur, il y a un producteur américain qui a acheté les droits et qui a galéré à trouver une boîte de prod, hein. Donc finalement c'est Warner Bros qui est un studio qui a tout compris. Mais en fait alors que Disney ils auraient pu être sur le coup déjà depuis Disney se sont fait avoir, même pas avoir en fait, je crois qu'ils sont vraiment allés, il est vraiment allé lui proposer, puis ils n'ont pas été sur le coup, ils étaient encore sur les dessins animés de Noël, parce que pour nous tous ces films là sont sortis à peu près en période de Noël, enfin en tout cas les premiers, novembre-décembre, les premiers, c'est fin d'année, c'est comme du Star Wars, c'est de la fin d'année. Halloween aussi, certains. Mais c'est ça, voilà, Halloween pour certains, tu as raison. Donc voilà, donc les 2 premiers, effectivement, ça pose les bases. Alors maintenant, moi je me permets quand même de parler, parce que si on fait un petit tour de table rapide là, maintenant que on a tous vu les films, moi j'aimerais. Oui, écoutez. Tu es d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. J'ai vu le côté social, je vais prévenir les services sociaux. On a compris l'idée. Bon, c'est très bien. Mais dans l'idée, moi j'aimerais quand même savoir, puisqu'on a plusieurs réalisateurs, donc là on va passer à un autre réalisateur pour Le Prisonnier d'Azkaban. Vas-y, mon cher Manu. Qui a rien à voir, donc qui est Alfonso Cuarón, qui à l'époque n'est pas le grand metteur en scène qu'on connaît maintenant. Oscarisé pour ses réalisations. Voilà, exactement. Voilà. Il n'avait pas encore fait Les Fils de l'Homme, on est d'accord, qui est un chef-d'œuvre absolu. Donc ils sont des films beaucoup plus adulte. Hein, exactement. Alors que effectivement Chris Columbus, tu l'as pas dit, mais c'est lui qui a réalisé des films surtout pour enfants. C'est-à-dire c'est lui qui avait fait, attends, me trompe pas, les Goonies peut-être. Non. Non. Alors attends. Maman j'ai raté l'avion. Voilà, Maman j'ai raté l'avion. Voilà, c'est surtout ces films-là. Voilà, surtout ça. Maman j'ai raté l'avion. Et c'est déjà des films donc avec des enfants, c'est pour ça qu'ils sont, je pense, de base aller vers lui. Même si Cuarón, même Spielberg, enfin ils ont pensé à plein de gens. Ils ont pensé à plein de gens, plein de réalisateurs. Mais Alfonso Cuarón, moi je pense que pour les producteurs de la Warner de l'époque, c'est clairement le choix le plus audacieux. Et là où je voulais en venir, selon vous, dites-moi, alors je demanderai quelque chose de spécial après à Noémie, mais quel est le meilleur film de la série pour vous? Donc je commence par Arnaud, mon cher. Effectivement, par rapport à l'ambiance gothique particulière, c'est le 3e que je trouve au niveau cinématographique le plus abouti. Même si j'ai bien aimé Le Prince de Sang Mêlé au niveau de la réalisation, c'est assez nerveux. Oui. C'est étonnamment, il y a des et puis Alan Rickman dedans, Le Prince de Sang Mêlé, voilà quoi. Et voilà, et bien sûr Les Reliques de la Mort partie 2, voilà qui c'est clair, qui clôture. Mais voilà, mais j'ai été agréablement surpris par ces scènes d'action, voilà, par cette ambiance un peu angoissante du Prince de Sang Mêlé. Mais c'est vrai que sur l'ensemble,
Je trouvais que le troisième était moi, le minutage, la question du temps, la question vraiment, c'est exceptionnel. Toi, quel est ton avis aussi? Le 3. Le 3 aussi. Si on fait un top 3, parce que Arnaud il nous a dit Azkaban, Prince au sang mêlé, Relique de la mort 2. Azkaban, après une petite attirance pour le premier, parce que voilà, c'est le début d'un univers, donc forcément ça marque. Donc Azkaban, École des sorciers. Et après le dernier aussi. Et après Relique de la mort de la même partie. Mon cher Manu? Je serais pareil. Voilà, dans mon top 3, c'est les mêmes. Mais peut-être, oui, effectivement, une préférence aussi pour Azkaban. Dès le début, rien à voir avec les deux premiers. C'est-à-dire que le générique, le logo, il pleut, il fait sombre. Mais il s'assombrit au fur et à mesure. Les 8 s'assombrissent au fur et à mesure, justement. Tout à fait, au niveau des 8. Mais dès le troisième, tu te dis, c'est plus du tout c'est plus du tout enfant, il pleut. Il fait moche, c'est sombre, l'étalonnage est très foncé. Les looks des enfants, ils portent plus les petites capes là. Ils sont habillés comme toi et moi avec le jean et un pull à capuche. Oui, et on amène. Moi, si ça vous intéresse, le 1. C'est le 1 qui moi, le 1. Parce que tu as vu que le 1. les 8 Non, j'ai été. Tu as vu les 8? Non, j'ai vu les. J'ai vu le 1. Le 1, il est très bien. Jusqu'au 4. Bien. Après, j'ai toutes ces séries, comme je le dis toujours, après tu comprends plus rien, c'est remanié. T'as pas envie de justement de clôturer, ouais. Non. Laissez Jean-Luc tranquille. Non, pas spécialement. N'embêtez pas Jean-Luc, attention. Comme toute série de films, le 1 souvent c'est celui qui te fait découvrir l'univers. Bien sûr. Après, des fois j'accroche pas à la suite souvent. Pourtant les Star Wars, t'as vu au moins les 6. Oui, je les ai tous vus même. Ah bah voilà, tu vois. Parce que Star Wars c'est ton. Toi, c'est le top. Voilà, toi, c'est ta saga fétiche. Ça et les Indiana Jones. Bravo. Tu vois quand tu veux. Bah voilà, on a sauvé le soldat Jean-Luc. C'est bon, on est bon là. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Donc écoutez, moi je vais me dissocier un petit peu de vous. Alors effectivement, je mets Azkaban en premier. Par contre, après, je mets la Coupe de Feu, parce que moi la Coupe de Feu, j'ai vraiment aimé. Et après, je mets le Prince au sang mêlé, clairement. Alors les Reliques de la mort, les deux, j'ai vraiment aimé. Mais je sais pas, j'étais peut-être je les ai beaucoup aimés, mais j'ai été frustré que ça se termine en fait. J'ai vraiment été frustré, donc voilà, moi je mettrais Azkaban, Coupe de Feu et Prince au sang mêlé, parce que Rogue quoi, Prince au sang mêlé, voilà. Donc effectivement, Azkaban, on peut en dire quand même un petit mot quand même sur Azkaban. Oui, effectivement, comme a dit Manu, c'est vraiment l'ambiance quoi. Et Alfonso Cuarón, on sent quand même derrière un réalisateur mais hallucinant quoi. Si vous n'avez jamais vu Les Fils de l'Homme, si vous n'avez jamais vu Gravity, enfin voilà quoi, mais allez-y, mais les yeux fermés quoi. Même Roma, même Roma, c'est sur Netflix. Voilà, c'est sur Netflix. Il se trouve facilement. Il est en noir et blanc, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est un peu plus difficile à aborder. Abordable, voilà. Mais c'est un génialissime réalisateur. Et là, je trouve qui permet de créer en fait un premier point d'approche différent dans ce monde d'Harry Potter. Et aussi, je pense que c'est la présence de Gary Oldman en Sirius Black qui, pour moi, crée vraiment la différence dans ce film-là. Parce que c'est un personnage qu'on va revoir par la suite. Pas tout de suite, mais on le revoit. Alors effectivement, dans les livres, Sirius Black, quand on lit La Coupe de Feu, on en entend parler, mais on le voit pas dans le film, on est bien d'accord. Voilà. Mais moi, ce personnage-là, moi, il m'a passionné. Donc, on dit que c'est l'assassin des parents d'Harry Potter, mais en fait, pas du tout. C'est son parrain. Donc voilà. Moi, vraiment, Azkaban, j'ai trouvé ça mais exceptionnel, quoi. On a compris. Et voilà. Est-ce que il y a une grosse différence entre le bouquin d'Azkaban et c'est ce que j'ai entendu que il y a vraiment différence. Énorme, c'est un univers. C'est vraiment lui qui a peut-être le plus adapté finalement. C'est ça. C'est pourtant pas l'un des plus épais en termes de pages, mais c'est vrai qu'il y a eu vraiment des choix à faire scénaristiques, de couper ou de laisser certaines choses. Et pour moi, il y a plein de détails qui ont leur importance. Qui manque en fait, et c'est ça qui est dommage. Alors sur certains détails, effectivement, ça n'apporte pas forcément beaucoup d'éléments. Au niveau justement des 4, j'ai perdu le nom forcément juste là, avec son parrain, les animagus, j'ai plus le nom, pile là. Ah oui, dommage, quand même. Oui, non, je l'ai pas non plus. Oui, non. Oui. Cherche quoi, dis-moi. Bref, il y avait 4 personnages qui font la carte des maraudeurs. La carte des maraudeurs. Ouais. Donc il y a les 4 maraudeurs. Il y a une carte donc, qui se déplie et qui s'anime en fonction. On voit les déplacements de chacun. Dans le château. Et en fait,
les maraudeurs, ils sont à peine mentionnés dans le film, alors que pourtant, ils ont une importance mais cruciale, parce que ça explique justement tout l'aspect au niveau de la famille, tout ce qui s'est passé au niveau des amis de son père à Harry Potter, tout ce qui a été amené justement. Et ouais, moi je trouve qu'il y a des choses qui manquent à ce niveau-là. Son fil rouge pour moi dans ce film-là, c'est de se recentrer clairement sur, pour les enfants, le côté enquête, et pour les autres personnages, c'est sur Sirius Black. C'est vraiment ça. Et il a fait ce choix-là en mettant effectivement de côté des choses qui sont essentielles, les maraudeurs et tout le reste. Et c'est quelque chose qui pour moi est important, parce que c'est vraiment une adaptation qui est assumée, mais qui est géniale, quoi. Donc voilà. Donc on est tous d'accord, Azkaban, c'est le meilleur. Oui, complètement. Ouais. Bon, très bien. Coupe de feu. Je vous quiz après, les amis. Wow. Attends, on fait juste la coupe de feu, mais après je vous quiz. Mais tu peux essayer, tonton. Donc, coupe de feu, on y va. La coupe de feu, donc c'est Mac Newell, donc un très bon réalisateur anglais aussi. Qui avait réalisé 4 mariages et un enterrement, hein, c'est ça ? Exactement. Donnie Brasco aussi. Surtout Donnie. Pour moi, surtout Donnie Brasco. Voilà, mais bon. D'autres univers. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, donc là, rien à voir encore. Non, rien. Ce qui est vachement bien, et ce qu'on n'a pas trop dit, c'est qu'effectivement, il y a 5 réalisateurs différents sur l'ensemble. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a avec le dernier qui Columbus 2, David Yates, il en a fait 4. Newell. Et Newell et Quaron. Donc ils sont 4. Effectivement. Et en fait, c'est vrai que chacun y amène un univers différent. Oui. C'est, vraiment, on sent la patte du réalisateur sur chaque projet qu'ils prennent, contrairement à des grosses franchises, par exemple, quand on regarde des Marvel, par exemple, en fait, qu'on change de réalisateur, qu'on change des acteurs, qu'on change de musiciens, c'est exactement les mêmes films. Il y a un formatage, et là, pour le coup... La seule exception, c'est Logan. Allez, Oui, voilà, on est d'accord. Non, on est d'accord. Parce qu'on a un vrai réalisateur, on a James Mangold derrière, on est d'accord. Et puis, on lui a laissé un peu carte blanche. Là, c'est marrant que sur un projet comme ça, alors qu'ils auraient pu, dès le début, mettre un cahier des charges. En gros, voilà le premier, voilà le deuxième, vous suivez la lignée de Chris Columbus. Et on prend n'importe quel réalisateur bidon et on le met. Et en fait, exactement. Voilà, et finalement, non. Pour le coup, Alfonso Cuarón, donc dans le 3, il a vraiment parti pris de modifier même toute la structure du château. Il a vraiment modifié vraiment plein de choses qui pourtant étaient assez... imposé et qui faisait partie implanté, du cahier des charges, on va dire, même pour les personnes qui ont vu les films. Et c'est vrai que c'est un petit peu déroutant au début, mais finalement. De 4 qui a moi, été j'y suis allée à Noël. Je savais. Je suis allée à Harvard. Et le train. Aussi, ouais. Tu as vu le train? Ok. Monter dedans et tout. Voilà. C'est pour ça que je l'ai fait venir, hein, c'est la pro, attends, on avait compris. Et juste une dernière question. Faut reconnaître ses maîtres. Hein. Je t'ai vu, c'était quand ça? À Noël? Là, notre Noël et Nouvel An. Tu es revenu avec une bosse, t'as essayé le mur ou pas? Non, j'y suis pas allée. Mais j'avais déjà été il y a longtemps. Ça, c'est dans la vraie gare, hein, par contre. Hein. Oui, mais elle y est aussi au studio Harry Potter, tu les as aussi. Pour remplacer Thierry. Oui, je vois ça, mais tu le fais très bien. D'ailleurs, au studio, t'en as 4 côte à côte, histoire de fluidifier, parce qu'il y a tellement de monde qui se prend en photo. Ah oui, et puis je veux dire. Mais c'est vraiment sur le quai de la vraie gare. Alors, à la vraie gare, alors pas sur la plateforme de 3/4, mais à King Cross, pour le coup, il y a vraiment, une partie où on peut essayer. Il y a un chariot qui est à moitié rentré dans le mur, et où justement, mais il y a genre 3 heures de queue pour le faire. C'est payant. C'est gratuit, mais c'est 3 heures de queue. Juste avant la suite de votre émission. Allez, vas-y, pose tes questions. Je vous prends un par un, donc je vais passer. Ouais, Manu, yeah. Allez, Manu, quiz. Vas-y. Allez, je vais essayer. Hein. Allez, les répliques, vous devez deviner qui c'est. Vite fait, on en fait chacun. Oh là là. Vas-y. Harry Potter ne doit surtout pas retourner cette année à Poudlard, l'école des sorciers. Moi, je sais qui c'est. C'est Dobby, monsieur Potter. C'est Dobby. Il est bon. Bien sûr, c'est moi qui fais la voix française. Attendez. Et de Gollum aussi, je crois que tu le fais bien. Oui, bien sûr. Gollum, je la fais très bien Dobby, aussi. exactement. Yves, oh là là. écoute. Encore un Weasley. Avec toi, pas la moindre hésitation. Ah oui, ça c'est les machins dans les banques qui ont des drôles de tronches là. Non, c'est pas ça? Non, je l'ai pas. Alors qui c'est? C'est le Choix-peau magique. Oh là là. Bravo, le choix pour magique, effectivement. T'as vu ce qu'il m'a mis là? Réplique 4. Poudlard, voie numéro 9, 3/4. Mais Hagrid, il doit y avoir une erreur. C'est écrit voie numéro 9, 3/4. Ça n'existe pas. Et j'ai raison?
Merci d'avoir pris le plus facile. Merci, franchement, simple. Et encore, c'est un exemple de compensation. Harry Potter. Allez, dernier pour Noémie. Noémie, après je vous laisse continuer. Ah, Noémie, ça doit être dur. Attends. Seulement, cette fois... mais t'es sérieux? Non, vendu. Oh, c'est moi qui ai le plus ramassé, c'est Noémie la spécialiste. Non, mais oh. Mais la question, c'est lequel? Voilà. Ça, faudrait que je réécoute juste ce qu'il dit. Ah oui, lequel? Alors, c'est qui là? Parce qu'il y en a eu deux. Il y a eu deux. Tu dois être content, hein. C'était c'était Dumbledore. Oui, ça c'était Dumbledore. Mais en fait, il y a eu deux acteurs de Dumbledore. Oui, mais c'était le premier. D'accord. Ah, d'accord. Ah, voilà. Donc, allez, bravo. Hein. Merci. Vous avez vu comme il est méchant avec moi? Non, mais franchement, les auditeurs, défendez-moi s'il vous plaît. C'était Drago, mais vous l'avez pas entendu. Drago Malfoy. Elle a tout dit. Allez, 10 minutes. Voilà ton billet. Ne le perds pas, Harry, c'est très important, ne le perds surtout pas. Ça, c'est Hagrid. Hagrid, ouais. Allez les amis, c'était exactement Hagrid. Allez, continue. Allez, on y va. Donc oui, alors moi la coupe de feu, comme je vous ai dit, je le place en 2e position parce que moi c'est vraiment le côté un peu drame grec. C'est vraiment comme ça que je l'ai vu. Tout à fait, c'est vrai. Il y a ce côté jeu qu'on ne voit pas dans les autres et je trouve qu'il a une profonde originalité. Alors, compète de Quidditch, voilà. Et puis on voit un futur vampire bien sûr. du cinéma. Donc, il est là, Monsieur Pattinson. Eh oui, Mr. Pattinson. C'est pas son premier rôle. Non, c'est pas son premier rôle. Il avait déjà joué dans d'autres trucs avant. Effectivement, voilà. C'est pas le rôle qui le rend célèbre. Et derrière ça, quelques années après, effectivement, il fait Twilight. Et puis on voit qu'il y a des thématiques qui vont au-delà du côté sorcellerie, etc. On a une évolution physique, morale des personnages. C'est la première fois qu'il est amoureux, les ados, voilà, c'est ça. Et ça, c'est vrai quand ça c'est pas mal. C'est intéressant. On le voit même hein, quand il se dispute avec son ami Ron, on le voit même victime de harcèlement. Mais bien sûr, au sein de l'école. Mais oui, je vous dis, ce petit il ramasse. Vraiment, voilà, Comment il fait pour être normal? Non, mais c'est pas possible. Maltraité par sa famille. Victime de harcèlement. Non, mais vraiment, c'est honteux. Non, mais c'est intéressant. Et puis on voit là les premiers émois, voilà, les premiers questionnements. Bon. Alors après, certains diront que ça noie un peu le sujet principal, mais moi je trouvais que sur les personnages, ça avait un intérêt justement. Ça apporte de la profondeur aussi aux personnages. Une double lecture pour les enfants et les adultes en fait. C'est ça qui est complètement. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est ça qui est voulu. Oui, mais c'est ça. Moi, je pense que effectivement, quand vous êtes adulte, vous prenez beaucoup de plaisir, mais quand vous êtes enfant aussi. Moi, ma fille qui est préado, son préféré c'est celui-là, parce que voilà, qu'il y a le bisou de les bisous, les passages et tout. Voilà, mais c'est ça. Donc c'est intéressant. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Et effectivement, il faut quand même être assez. Je vais pas dire opportuniste, mais il faut avoir un certain sens de la production pour se dire McNewell, Donnie Brasco, Al Pacino, Johnny Depp, voilà, on part vraiment d'un thriller tiré d'une histoire vraie, 4 mariages et un enterrement. Enfin voilà quoi, Andy McDowell, les Vallons et tout le reste. Bon voilà, mais je veux dire, c'est vraiment. Enfin, il fallait quand même oser prendre ce réalisateur-là. C'est un risque. Et franchement, c'est vraiment une réussite. Moi, j'ai beaucoup. C'est parce que je pense qu'il voulait, voilà, après Quaron, il voulait vraiment ce virage-là sur une série beaucoup plus sombre, plus adulte. Et en fait, le fait d'aller chercher des réalisateurs qui viennent du thriller ou autre, c'est un choix en fait. C'est un choix assumé, mais qui fonctionne très bien. Et ce que je trouve bizarre, c'est qu'après, alors on a pris un réalisateur que moi au départ je ne connaissais pas, David Yates, qui a fait les 4 suivants. Alors, il s'en sort très bien. Et qui est aussi sur les animaux fantastiques, non? Alors qui est aussi, on en parlera 2 minutes après, les animaux fantastiques. C'est-à-dire que vraiment, c'est lui le garant maintenant de la réalisation de Harry Potter, en fait. Maintenant, on est parti, finalement, je trouve qu'on s'est un peu éloigné, parce que pour moi, les animaux fantastiques sont beaucoup moins bien réussis que les Harry Potter. Moi, j'apprécie moins, mais même les enfants. Je veux dire, il y a moins de succès aussi, en salle, c'est une réalité. Et c'est vrai que David Yates, moi, je trouve ça intéressant sur l'Ordre du Phénix, celui qui arrive juste après. Je vous ai dit, moi, Le Prince au sang mêlé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que là, il change un peu sa réalisation. Il reste dans la même veine que Le Prince au sang mêlé pour les 2 derniers, mais c'est vrai que on prend un virage. Maintenant, c'est le gardien du temple, quoi. Alors que moi, l'approche où on prenait plusieurs réalisateurs, je trouvais ça intéressant. On peut faire un parallèle avec la série Mission Impossible, où on changeait de réalisateur jusqu'au 4e film. Ensuite, après, finalement, on a décidé de prendre un réalisateur pour faire les 4 suivants. Parce que c'est ce qui s'est passé. Oui, parce que je pense que ça arrange aussi bien Tom Cruise. Je pense que ça match bien. Voilà. Mais voilà,
on a moins cette différenciation de réalisation. Je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi une raison sur les réalisateurs, c'est-à-dire que déjà le fait sur les 2 premiers, donc Columbus, on lui a dit il faut que tu continues, mais lui il était épuisé, crevé. Il a gardé la partie production, mais pas la partie producteur réalisation. exécutif. Voilà, exactement. C'est-à-dire que lui il est canadien, je crois, non, Columbus. Oui, Columbus, il est voilà, donc du coup il disait ça fait un moment que moi j'ai pas vu mes propres enfants grandir, je vois plutôt les Harry Potter et tout ça. Ron, voilà, ils sont gentils, mais c'est pas ma famille. Donc du coup, il a dit j'arrête. Et pareil, Quaron, on lui a dit il faut que tu continues. Il a dit non, mais un film, c'est tellement. Enfin, on se rend pas compte. C'est pas un tournage de film français. C'est 1 an de tournage chaque Harry Potter. Donc avant ça, tu as 1 an de prépa, plus après la post-production. Le plus court en tournage, je crois que ça doit être 8 mois et demi, il me semble. Et je crois que c'est le McNewell, il me semble. Ou peut-être le 2. Ou peut-être le 2 aussi. Le 2, ils ont bien enchaîné et c'est le plus petit budget parce qu'ils avaient déjà fait les décors et puis ils avaient une technique de travail et tout ça. Le deuxième a coûté 100 millions de dollars, contrairement aux autres qui a à peu près 150, 200, 250 millions. Est-ce que sur la durée des tournages, le fait qu'il y ait autant d'enfants, est-ce que ça oblige à adapter l'organisation? Un petit peu, ils étaient obligés de faire les cours. Et pareil, un petit peu plus tard, quand vraiment ils ont les examens, genre le bac et tout, ils ont été obligés d'arrêter le tournage, justement, pour tous ces élèves, pendant justement un certain laps de temps, histoire de leur permettre d'avoir leur diplôme. On s'en rend pas compte de tout ça, c'est pas des élèves, c'est pas leur travail en fait. Dû à la durée du tournage, tout ceci. Ah bah oui, bien sûr. Alors les cocos, on revient quand même sur Ordre du Phénix et Prince au sang mêlé, on terminera après par les reliques de la mort. Qu'est-ce que... je vais demander à la spécialiste, j'ai quand même fait venir, Noémie, merci s'il te plaît. On t'écoute sur l'Ordre du Phénix, dis-nous un peu toi ce que t'en penses, ce que t'as aimé, voilà. Donc l'Ordre du Phénix, on découvre une vraie méchante, Dolores Sombrage, exactement, qui est vraiment détestée pour le coup et détestable. Il y a aussi donc des nouveaux personnages, par exemple Luna Lovegood, donc qui est une petite blonde toute mignonne et qui a été castée. Donc elle, dès qu'elle a lu les livres, elle a vraiment adoré cet univers et elle a fait des pieds et des mains pour rencontrer J.K. Rowling, pour rencontrer les producteurs, et elle voulait vraiment ce rôle. C'était elle en fait, il n'y avait pas d'autre choix. Et elle a été au casting en ayant déjà créé ses propres bijoux qui ressemblent, enfin tout ce qui était marqué dans le livre, et elle a été justement prise pour ça. Okay. Donc, Béatrix, elle est géniale. Il y a Béatrix. Béatrix, on la connaît déjà. Oui, on la connaît. On la connaît effectivement de la Coupe de Feu, mais oui, là, elle a quand même un rôle dans l'Ordre du Phénix qui est, voilà, qui est complètement essentiel. Donc, et c'est vrai que ce côté, parce que c'est ça, société secrète protectrice, c'est un peu ça qu'on retrouve. Grimaud, donc il y a des nouveaux lieux aussi. Voilà, il a fallu la tapisserie, par exemple, ça pareil. Comme je disais tout à l'heure, J.K. Rowling, elle a vraiment tous les détails de chaque personnage, et quand David Yates il a demandé moi j'aimerais faire la tapisserie comme elle est décrite dans le livre, mais j'ai besoin de tel personnage, de telle info. Elle lui a envoyé quelques heures après, mais vraiment l'arbre généalogique de la famille Black, mais dans tous les détails, avec vraiment quelle personne était reniée, quelle personne avait été mariée à un tel, et vraiment c'est un décor de fou, et c'est des détails mais qui sont incroyables. Elle a toujours été très impliquée quand même dans la série. D'ailleurs, je rebondis juste sur ce que tu dis, elle a aussi envoyé les règles du Quidditch. Bien sûr. Mais oui. Et elle en a fait même un livre, c'est-à-dire que dans les fournitures que les élèves doivent acheter dans leur première année, il y a les contes de Bédel le Barde, les animaux fantastiques, vie et habitat, et le Quidditch à travers les âges, et elle a été jusqu'à créer justement les livres en fait pour de vrai quoi. C'est énorme, c'est génial. C'est énorme. Puis bon, après on va pas se cacher, marketingment parlant, c'est George Lucas, c'est la Lucas Touch, c'est encore plus d'affaires sur Star Wars que sur Harry Potter. Oui, on fera un truc sur Star Wars, t'inquiète, on te réinvitera, car messieurs dames, sachez qu'elle est aussi spécialiste de Star Wars. Donc voilà, sachez que Noémie, c'est notre spécialiste Harry Potter, Star Wars. Reconnue dans le monde entier, c'est pour ça qu'on l'a fait venir ici. Vous avez compris l'idée. Alors après, le Prince au sang mêlé, moi je serais tenté de dire un seul mot, le Prince au sang mêlé, Rogue. Rogue, personnage essentiel. Là, on comprend tout. C'est vraiment le film, c'est le tournant de cette saga. Pour moi, c'est vraiment, c'est pour ça que je le mets en 3. Je trouve ce film est génialissime. Et je trouve que c'est la plus belle réussite en termes de réalisation de David Yates, à mes yeux. Donc j'ai bien aimé les 2 derniers, on en parlera pour terminer. Mais oui, moi j'ai trouvé ça exceptionnel. Et le personnage de Rogue, il est fantastique dedans. Et je trouve que par rapport au livre, moi j'ai trouvé que l'adaptation là était vraiment proche du livre. Oui. Qu'est-ce que t'en penses ? L'adaptation est vraiment proche. Alan Rickman, pour le coup, a
un jeu d'acteur qui est incroyable et surtout quel que soit le rôle, on va être clair. C'était le seul qui, dès le premier film, était au courant de la suite de ce qui allait se passer pour son personnage. Et de lui-même, en fait, il influait, alors qu'on était peut-être au 2e, 3e film, il influait sur comment les réalisateurs lui demandaient de jouer son rôle. Lui, il savait en fait ce qui se passait après. Et il savait qu'il ne pouvait pas le jouer de telle manière parce que ça dénoterait après avec la suite. Donc, il ne pouvait pas le dire. Donc, il essayait de tout doucement de placer ses petits pions. Alors, comment il le savait ? Je te laisse. Parce que J.K. Rowling lui avait tout expliqué dès le début et c'était le seul qui était au courant parce que ça avait de l'importance justement pour la suite. C'est génial. Et ça c'est incroyable. C'est incroyable. C'est génialissime. Et les réalisateurs lui disaient mais pourquoi tu la joues comme ça ? Il lui dit non mais vas-y laisse-moi faire. À un moment tu verras, tu comprendras. Non mais attends. C'est incroyable. Mais c'est fou d'avoir gardé comme ça le secret. C'est un poids qui est fort. Et puis pourquoi lui avoir dit que à lui ? C'est ça qui est dingue en fait. Pour garder le secret, pour que justement tout ce qui se passait autour. Parce que c'est lui en fait, c'est lui qui est la clé de tout. La clé de tout, qui est aussi un personnage essentiel, principal. C'est génial, quoi. Parce que on oublie, mais quel scénario. Mais merci J.K. Rowling pour ce scénario, quoi. Merci pour ça, quoi. Pour cette saga, parce que tout s'imbrique super bien, quoi. On parlait dans le dernier Cinefocus de Cobra Kai où tout tombait, mais nickel. Bah là, c'est pareil, quoi. C'est vraiment génialissime, quoi, d'avoir réussi comme ça et d'avoir. Alors après, elle sait à qui elle le donne. Hein. Je veux dire, on parle quand même d'Alan Rickman. Quoi. On a un acteur qui est mais génialissime, quel que soit le rôle. Hein. Quelqu'un ici peut me dire, ou même vraiment un pro du cinéma, qui vienne et qui me dise j'ai vu un film d'Alan Rickman qui est pas bon. Bah, bon courage mon gars, parce que ça n'existe pas. C'est un acteur qui est génialissime. Et là, dans ce film-là, qui était, oui, parce qu'il est décédé. Voilà. Mais il y en a beaucoup qui sont décédés dans toute la saga. Hein. Mais on va pas faire exactement, la liste, Richard Harris qui joue au début de Dumbledore dans les 2 premiers films de Chris Columbus. Donc voilà. Mais c'est vrai que voilà, ce film-là, moi je le trouve génial. Bon, alors les reliques de la mort maintenant, parce que effectivement, ce n'est qu'un seul livre, mais c'est 2 films. Alors. Pourquoi sinon le film il aurait duré 4h30 donc c'était pas possible. Mais c'est ça. Donc c'est tourné au même moment, on est bien d'accord là-dessus, faut être clair. Il y a pas là on n'est plus dans l'idée de j'en finis un, on fait la post-production. Non, on le tourne en continu et après c'est le travail en salle de montage. Tout à fait. Qui là a duré 13 mois. 13 mois en salle de montage, c'est énormissime. Et au bout du compte, sur 11 ans, hein, toute la saga de tournage. C'est exactement ça. C'est un enjeu de fou pour les acteurs, pour tout le monde. Il y en a plein qui ont, excuse-moi, hein, mais il y a plein d'acteurs, même donc Emma Watson, qui joue donc Hermione. Je crois qu'au bout du 4e film, elle a voulu arrêter la saga. Elle s'est dit c'est trop, j'ai plus envie. Enfin moi je veux retourner à l'école. Enfin il a été question de tout ça en fait. On s'en rend pas compte. C'est-à-dire que nous on est juste spectateurs, mais eux, nous on est juste contents quoi. Mais eux, ils ont ramassé quoi. Mais ils ont ramassé en fait. Bon après ça amène aussi. Attends, Emma Watson elle a une carrière aussi aujourd'hui. Daniel Radcliffe aussi. Mais Daniel Radcliffe à 15-16 ans il tombait dans l'alcool. Tu vois ça on n'en parle pas de ça. Il était alcoolo à 16 ans le gars. Non mais ça c'est pour revenir jusqu'à dire Arnaud. Voilà donc là c'est pour Arnaud. Il a beaucoup subi ça. Tu vois je veux dire. Arnaud, vas-y. Je ne suis absolument pas étonné par ce qu'on est en train de dire, parce que cet enfant a été exposé à des situations qui sont, on va dire, pas normales. Hein, mais c'est ça, non mais il faut le dire. C'est pas normal pour un adulte alors d'avoir autant. Et on le sait, voilà, dans le cinéma, ce qu'on appelle les enfants stars. Les enfants stars, bien sûr. Malheureusement, voilà. Macaulay Culkin, on en parlait tout à l'heure. Maman, j'ai raté l'avion. Bon bah ouais, il y a plus que rater l'avion. Il faut être sacrément outillé pour garder la tête froide, quoi. Bien sûr, complètement. Mais c'est intéressant d'en parler aussi parce que c'est la réalité de ce métier. Et c'est vrai que cette fin, ça clôt de façon mais merveilleuse et magnifique la saga. Et c'est vrai que tu voulais dire un mot sur la future série qui allait être faite. Alors Manu, qui est l'optimiste du groupe, te dit oui, mais on va se lancer dans autre chose. C'est une série. C'est vrai qu'on peut plus travailler. Je suis de ton avis. On peut plus travailler à ce moment-là sur le scénario. On peut donner plus d'infos. Ça peut être intéressant. Mais est-ce qu'on va réussir à toucher la substantifique moelle de ces 8 films-là? Bien sûr, non, mais moi j'ai très peur. Moi je me questionne. Tu peux pas te décrocher en fait de l'image de tel personnage. Cette image. C'est le casting. C'est le casting. C'est voilà. Ouais, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Presque juste les 3 enfants. Pour le moment, ils en parlent pas. Ils ont donné quelques noms qui n'ont pas l'air inintéressants. Non, bien sûr. Je les ai plus là comme ça en tête. Mais pour jouer Dumbledore, c'est Trinity dans Dexter. J'ai un trou là. D'accord. Oui, non, moi je l'ai pas. Mais je vais vous le dire. Continuez. Oui, pour l'instant, ils ont annoncé a priori Hagrid, Rogue et Dumbledore. Tout à fait.
Mais personnellement, par rapport à cette future série, donc pour ceux qui ne le savent pas, ils vont bientôt sortir, enfin bientôt le tournage devrait potentiellement commencer. Moi j'ai entendu pour septembre 2025, début du tournage. Je sais pas. C'est ce que j'avais entendu. Mais donc c'est ça s'approche. Ouais, tout à fait. Je crois que c'est cet été que ça commence. Ah voilà, ok. Peut-être même cet été, il me semble. Donc ça sera une série de 7 saisons, une par livre en fait. Donc voilà. Ça c'est génial. Oui, mais personnellement, il y a tellement un univers étendu. Il y a plein, juste. Tout à l'heure je parlais des Maraudeurs. Voilà, il y a plein de petits films à petit budget qui ont été faits par des fanfictions. Qui ont été créés. Et on aurait pu justement partir sur ça et pas refaire la même chose d'un côté. Mais c'est ça. Et ça, je trouve ça dommage. Ou la suite, d'ailleurs, non? Ou parce la qu'il y a une suite. suite. Parce qu'il y a la suite. Adultes. Il y a une suite qui a été faite, donc qui a été officialisée par j'ai plus le mot, mais voilà, validée, on va dire, par J.K. Rowling. Donc qui est une pièce de théâtre, L'Enfant maudit, qui se passe une quinzaine, vingtaine d'années après. Donc c'est leurs enfants qui sont justement qui vont à Poudlard. Et donc oui, il y a ça. Donc c'est une pièce de théâtre qui est à Londres. Par contre, elle dure 3 heures et quelques la première partie. Enfin voilà, c'est 2 fois 3 heures et quelques, donc c'est très long. C'est compliqué de se les faire en une seule fois. Mais sinon, il y a le livre. Mais par contre, le livre, pour le coup, c'est vraiment écrit c'est un script de théâtre, quoi. Vraiment, c'est. Donc voilà. Donc il y a ça, mais tout l'univers étendu, que ce soit les Maraudeurs, que ce soit Bellatrix et Voldemort, même la jeunesse de Dumbledore aussi, on l'aborde un petit peu avec les animaux fantastiques, mais je veux dire, il y a voilà, tout un univers étendu qu'on aurait pu justement aborder dans cette série, plutôt que de refaire la même chose, alors qu'on est tellement attaché justement à ces personnages, à ces histoires. Donc ouais, moi, c'est un peu dommage pour moi. Bon, ça a un peu plus de 20 ans maintenant, tout ça. Oui, mais la symbolique est essentielle parce que ça fait partie, c'est comme les Star Wars, ça fait partie de l'histoire du cinéma. Que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, que vous soyez d'accord ou pas, Mark Hamill, c'est le Jedi, Harrison Ford, c'est Han Solo, Chewbacca, c'est Chewbacca, Thierry, c'est là pour toi. Mais non, mais je veux dire, voilà, dans l'idée, on est vraiment sur du mythe cinématographique. Et Harry Potter, on est arrivé à ça. Oui, et puis surtout, je te rejoins, ça a pas vieilli, ça a pas vieilli en fait. Un truc qui est très vieux, qui a 40-50 ans, que tu dis on va le refaire, même si nous on n'est pas d'accord parce qu'on aimait le film d'avant, ou le truc, on se dit bah non mais ils feront jamais mieux, tu vois, bon bah voilà. Mais pour la nouvelle génération, je peux le comprendre, mais ça, tu le remontres. C'est encore trop récent. C'est trop récent, tu le montres aux enfants de maintenant, ils vont adorer. Et surtout ça passe, enfin je veux dire au niveau de l'image, au niveau de tout ça, ça reste cohérent et ça reste bien fait. Donc ça peut être totalement actuel. Après c'est le pognon, moi je pense. Les amis, on a un auditeur qui est frustré, c'est Mika qui est pas avec nous ce soir. Il devait peut-être venir, mais et on l'embrasse, Mika. Il finissait à 20h, il pouvait pas. Je vois parce qu'il arrête pas de commenter. Mika, on pense très très fort à toi. Il est fan d'Harry Potter, on pense très fort à toi. Harry Potter, on peut en faire combien d'émissions? 7 ou 8. Bah de toute façon on a 8 films, donc allons-y. Hein. Non mais bon, dans l'idée, écoutez, voilà, moi je pense que c'était important voilà, on a fait une spéciale film d'animation. Là on est dans le monde de l'enfance qui va vers l'adulte. C'est aussi ça qui est intéressant, et je pense que c'est un personnage iconique, lui et les autres personnages d'Harry Potter. Donc en plus on a eu la présence d'Arnaud qui a amené tout son background psychologique sur le personnage, qui nous a vraiment montré il avait annoncé la semaine dernière. Je le répète, j'ai vu ces films dans les pires conditions possibles. Ne faites jamais ça. C'est-à-dire que j'ai téléchargé une application de vidéo streaming, Max pour pas la nommer, parce que j'ai pu avoir accès à tous les films. Et donc j'ai beaucoup écouté, je faisais la cuisine, je regardais Harry Potter, j'allais à la salle de bain, je regardais Harry Potter, je me brossais les dents, Harry Potter, sur mon vélo, j'écoutais Harry Potter, voilà, pendant 2 semaines, j'ai fait que ça. J'ai vécu sur Harry Potter. Alors, vraiment, mais ne faites jamais ça, ne regardez pas les films comme ça. Ça fait pas trop, non, on n'a pas un peu marre, là. Je suis content d'arriver maintenant. Je suis content. Non, puis tu prends pas tant de plaisir que ça, finalement. Non, mais c'est difficile. Après, j'avoue que c'est pas un univers jusqu'à présent qui m'a tiré, et je trouve que voilà, moi c'est vrai qu'il m'a manqué un côté adulte profond que je peux retrouver par exemple dans certains Star Wars ou alors dans Le Seigneur des Anneaux. C'est vrai que moi j'ai trouvé ça ludique. Mais il faut les regarder avec ta fille. Mais bien sûr, voilà. Évidemment. Mais en tout cas voilà, c'est vrai que je me suis attaché au personnage, j'ai versé ma petite larme à certains moments, bien sûr. Voilà. Mais globalement, voilà, j'ai pas été transporté par l'univers. Mais cinématographiquement parlant, ça tient la route, tout est bien. Voilà, il y a rien. Le problème pour Arnaud, c'est sûr ça. On va aller. Les amis, il est parce que sinon je vous. C'est l'heure. Non, mais c'est bon, on y va. Il est 20h. On annonce quand même la prochaine émission, s'il vous plaît. Donc une
spécial pour le mois de mai, film de super-héros. Voilà, c'est ça pour le mois de mai. Donc revenez avec nous, on se voit dans un mois. Et oui, ça va être démentiel. Et oui, Jean-Luc. Oui. Et tu ne t'y attendais pas, Jean-Luc. Superman, Batman, Spider-Man, les Watchmen. Là, on va envoyer du steak. Et normalement, musulmane aussi pour clôturer. Merci les amis. Oh la blague de merde. Oh le mec. Allez, c'est parti. Bye bye.